Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 astuces pour pâtes polymères, mais avant ça je vais vous parler des deux pâtes que j'utilise le plus, qui sont la Fimo et la Cernite. Entre les deux je préfère la Cernite parce qu'avec le temps elle durcit moins, elle est donc plus facile à conserver, et en plus de ça quand on la malaxe, elle colore moins les mains et les gants que la pâte Fimo. Mais les deux marques sont intéressantes car elles ont toutes les deux de superbes couleurs, et en plus de ça elles ont des effets de pâte qui sont différents. Chez Fimo, on a la pâte effet cuir qui est sortie récemment, comme c'est marqué ici, et elle permet de faire des choses vraiment différentes de d'habitude puisque celle-ci, par exemple, on peut la coudre. Là sur la vidéo, vous avez les couleurs lagon, pastèque et ivoire. Comme vous pouvez le voir, quand on appuie sur la Fimo Soft, elle est très dure car ça fait longtemps que je l'ai, alors qu'en comparaison, la Fimo Cuir, elle, est très molle car elle est sortie il n'y a pas longtemps. En ce qui concerne la marque Cernite, vous avez la gamme translucène qui est très intéressante car quand elle est étalée finement, elle est après cuisson transparente. Mais par contre, vous pouvez voir qu'à la sortie du four, elle est plus foncée. Et donc, ça vaut le coup de faire des pastilles comme moi j'ai fait pour se rendre compte du résultat après cuisson. On a également de très jolies couleurs dans les tons pastels. Là, on a le pervenche et le pourpre, qui sont des couleurs vraiment très intéressantes. Et on a la gamme métallique, ici la couleur cuivre, qui permet de faire des effets de profondeur alors que la surface est plate, comme la pâte shiny. Pour chaque pâte, vous avez les indications de cuisson du fabricant. Pour la Fimo Cuir, 130 degrés pendant une demi-heure, la Fimo Soft, 110 degrés pendant une demi-heure également, et pour la Cernite, 130 degrés comme la cuir, pendant une demi-heure, et celle-ci c'est écrit au dos. Il y a d'autres gammes que je ne vous ai pas présentées ici et qui sont très intéressantes. Mais maintenant, passons aux astuces. Tout d'abord, il est très important d'avoir un plan de travail et des outils qui soient propres, mais pas que. On va voir ça avec l'astuce numéro 1. Moi, je travaille sur une surface en verre, je trouve ça très pratique et comme vous pouvez le voir, elle est assez grande. Pour ne pas qu'elle bouge sur mon bureau, je l'ai collée avec du scotch double face tout autour. Donc on va commencer par un nettoyage du plan de travail et pour cela, moi je prends une lingette pour enfants tout simplement. Et je passe la lingette sur le plan de travail dans les deux sens. Alors là, ma plaque, il reste encore des traces de résine que je n'ai pas pu enlever, vous allez peut-être voir. Mais voilà, sinon ça enlève bien les marques et c'est très important. Ensuite, vous allez prendre un chiffon. Alors moi j'ai pris un sopalin, quelque chose de sec, pour repasser dessus, pour sécher comme il faut. Et ensuite, pensez à le faire régulièrement pendant votre séance de pâte polymère pour éviter que vos restes de pâte ne collent à votre création. Maintenant que votre plan de travail est propre, on va passer au nettoyage des mains. Première chose, lavez-les à l'eau et au savon et séchez-les. Ensuite, vous allez prendre un reste de vieille pâte que vous allez rouler en boule dans votre main. Vous allez bien la rouler sur les paumes et sur les doigts, et c'est sur cette pâte que vont s'accrocher les petits poils et les poussières. Donc vous voyez, moi je les passe bien sur les doigts et bien dans la paume. Bien évidemment, pour éviter de salir votre pâte, vous pouvez aussi utiliser des gants, mais si vous ne désirez pas en acheter parce que ça coûte assez cher, vous pouvez faire comme ceci. Passons maintenant à l'astuce numéro 3 qui consiste à nettoyer sa pâte en cours de travail. Ici j'ai utilisé de la vieille pâte, mais vous pouvez voir qu'il y a des petites marques sur les côtés et aussi un gros poil au milieu, donc on va nettoyer tout ça. Pour ce faire, on va prendre une fois de plus une lingette pour bébé et on va nettoyer la surface de la pâte, sans appuyer trop fort bien évidemment puisque la pâte n'est pas encore cuite. Et vous allez voir au fur et à mesure, peut-être pas ici sur la vidéo, mais vous sur votre pâte, que les imperfections vont s'en aller les unes après les autres. Et là, vous pouvez voir que le poil et les traces qui étaient sur les côtés ont disparu. La pâte est parfaitement blanche. La tache que vous voyez au milieu, c'est pas du sale, c'est de la pâte noire. Malgré tout ça, il reste parfois des traces que l'on peut nettoyer après cuisson. Je vous donne l'exemple avec la tête de ma poupée, même si habituellement je ne les nettoie pas vu que j'y mets des cheveux. Donc pour ce faire, on va utiliser des cotons-tiges et du dissolvant. Voilà, pour pas mettre la bouteille, j'ai mis du dissolvant dans le bouchon. Et donc du coup, avec votre coton-tige, vous prélevez un peu de dissolvant et vous commencez à nettoyer la surface qui est sale. Faites attention, n'appuyez pas trop fort parce que le dissolvant pourrait abîmer votre pâte. Une fois que c'est fait, vous voyez la différence, il n'y a plus aucune trace sur la pâte.
On a vu comment travailler proprement et maintenant on va voir comment conserver sa pâte car c'est très important. Tout d'abord, essayez d'ouvrir vos pains correctement pour éviter de déchirer le papier. Ensuite, comme vous le voyez ici, l'emballage ne colle plus et je ne peux donc pas refermer mon pain. Pour ce faire, je vais prendre un bout de scotch et je vais venir le coller tout autour avec ma petite technique que j'utilise d'habitude. Avant de coller tout le scotch, je replie le bout sur lui-même et en fait, ça permet d'avoir une petite languette pour pouvoir ouvrir facilement le pain. Ensuite, une fois que c'est fait, je viens placer mon pain dans un sachet zip que je peux ouvrir et fermer comme je le souhaite. J'enlève l'air qu'il y a dedans, ça me permet aussi de gagner un petit peu de place dans mon rangement. Et vous pouvez faire la même chose avec vos restes de pâte. Là par exemple, c'était des restes d'une robe pour une poupée. Et là du rose, enfin voilà. J'ai fait ça avec beaucoup de couleurs et ça permet de les conserver plus longtemps. Ensuite, vous pouvez mettre tout ça dans une boîte. Là comme vous voyez, j'ai beaucoup de sachets, donc ça prend pas mal de place. Et vous refermez surtout bien la boîte. Bon, moi j'ai eu du mal parce que de l'autre côté, il y a un sachet qui s'est coincé en fait entre le couvercle et la boîte. Donc forcément ça fermait pas. On va maintenant passer aux astuces techniques qui peuvent grandement vous faciliter la vie. Il arrive parfois qu'avec le temps votre pâte durcisse ou tout simplement que vous en ayez acheté qui soit déjà dur. Mais pas de panique, il y a une solution à ça et c'est tout simple. Bon, pour la vidéo, ma pâte est pas si dure que ça, mais c'est suffisant pour illustrer mes propos. Alors tout d'abord, vous allez étaler un peu votre pâte comme vous le pouvez bien sûr parce que si elle est trop dure ça va être compliqué. Et ensuite, vous allez y mettre un peu d'eau. Pour ce faire, moi j'utilise un vaporisateur, c'est très pratique. Surtout, c'est très important de ne pas en mettre trop, il faut vraiment y aller petit à petit. Une fois que vous avez mis de l'eau, vous refermez votre pâte en deux et vous passez le rouleau dessus. Vous pouvez essayer d'aplatir votre pâte avec la machine à pâte, mais moi je trouve pas ça pratique puisque l'eau a tendance à ressortir plutôt qu'à être imprégnée dans la pâte. Ensuite, vous mélangez comme vous pouvez, vous faites des ronds, vous faites un petit boudin. L'essentiel, c'est que l'eau pénètre bien dedans. Et après, si besoin, vous recommencez. En répétant l'opération plusieurs fois, vous pouvez avoir une pâte suffisamment molle et collante pour faire un effet de chantilly. Vous pouvez obtenir le même résultat en utilisant de la fimo liquide, mais moi je préfère utiliser de l'eau parce que ça colle moins aux doigts. Et enfin, certaines personnes utilisent de la crème hydratante, ça marche aussi très bien et en plus ça donne une bonne odeur à votre pâte. Vous voyez là, elle est toute molle, elle a une consistance idéale. Là, c'est le vaporisateur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pense pas que vous ayez du mal à en trouver un parce qu'il doit sûrement y en avoir en grande surface. On va maintenant passer aux astuces techniques qui peuvent grandement vous faciliter la vie. Passons maintenant à l'astuce numéro 7. Il arrive parfois que votre pâte soit un peu trop collante ou qu'elle est collée à votre plan de travail. Pour ceci, vous pouvez prendre tout simplement une lame et faire des mouvements comme ceci en zigzag pour décoller votre pâte. Mais si toutefois vous avez peur de déformer votre création, vous pouvez faire autrement. Ici, j'utilise du talc, peu importe quelle marque, et je vais en déposer sur mon plan de travail. Alors bien évidemment, il faut l'avoir ouvert avant. J'en dépose un petit peu et après, avec mon doigt, je vais venir étaler ça correctement. Il ne faut pas en mettre de trop, ça sert à rien. Une fois que c'est fait, vous pouvez déposer votre pâte dessus et continuer votre création. Vous verrez que la pâte ne colle plus du tout, au contraire, elle glisse bien. Astuce numéro 8. Celle-ci concerne les personnes qui n'ont pas ou ne veulent pas utiliser de machine à pâte. Si vous voulez aplatir votre pâte correctement avec une épaisseur régulière, vous pouvez utiliser des bâtons à sucette. Pour ce faire, vous allez déposer un bâton de sucette de part et d'autre de votre pâte et ensuite, avec le rouleau, vous allez aplatir la pâte. Il faut bien que les bâtons soient sous le rouleau, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous les retirez et avec votre lame, vous enlevez votre pâte et vous voyez que l'épaisseur est régulière. Pour obtenir une épaisseur plus grande, vous pouvez par exemple utiliser des crayons de couleur. Astuce numéro 9. On a vu comment obtenir une pâte avec une épaisseur régulière. Maintenant, on va voir comment faire un boudin régulier.
Comme vous pouvez le constater, quand on roule un boudin avec les doigts, il est rarement d'une épaisseur régulière, il y a toujours des endroits qui sont plus creux. Moi, pour ce faire, j'utilise la plaque qu'on a chez Action avec les tampons et je la pose sur mon boudin et je roule. Il faut garder la plaque bien droite, mais vous allez voir qu'à la fin, le résultat est très satisfaisant, le boudin est très régulier. De la même manière, vous pouvez obtenir un cône régulier en plaçant votre plaque sur le côté de biais et en faisant rouler la pâte. Vous verrez à la fin le résultat est également satisfaisant. Astuce numéro 10 qui concerne encore une fois la régularité. Si comme moi vous faites des têtes de poupée ou tout simplement vous voulez obtenir des boules ou d'autres formes de la même taille avec la même quantité de pâte, vous pouvez utiliser cette méthode. Tout simplement, vous allez aplatir votre pâte dans votre machine à pâte et ensuite vous allez utiliser un emporte-pièce. De la sorte, chaque morceau sera de la même taille et vous n'aurez plus qu'à en faire ce que vous voudrez. C'est ce que je fais pour les têtes de mes poupées, comme ça elles ont toutes à peu près la même taille et c'est vraiment très pratique. Comme vous voyez, après avoir malaxé mes 3 morceaux, j'obtiens 3 petites boules identiques. Dernière astuce bonus, comment contrôler la cuisson de sa pâte. Pour ce faire, moi j'utilise un thermomètre qui va dans les fours, donc un thermomètre qui accepte la haute température. Il est équipé d'une sonde comme ceci et d'un long fil. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces, moi j'avais eu le mien à Auchan il me semble. De ce côté-là, vous avez la température de la pièce et de l'autre côté la température que vous avez réglée. Une fois que la température du four dépasse celle-ci, il se met à sonner. Donc moi j'ai mis 112 pour la cernite parce que normalement elle cuit aux alentours de 110-130, donc ça me suffit. Derrière, vous avez une trappe pour mettre une pile. Et vous voyez également que celui-ci on peut le coller sur un frigo, mais moi j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est un appareil qui doit coûter une dizaine d'euros je crois, mais qui est vraiment très utile. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère que toutes ces astuces vont vous être utiles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.